Je me souviens de chaque seconde de cette soirée, chaque mot prononcé, chaque regard échangé. C'était la nuit où tout s'est effondré, la nuit où l'homme que j'étais est mort pour laisser place à une ombre, et tout ça, à cause d'un manteau, d'un simple manteau, et d'un mensonge que je croyais protecteur. Dis-moi, as-tu déjà senti ton monde basculer en un éclair, sans que tu ne puisses rien faire, figé par la stupéfaction? Mon nom est John. J'ai 45 ans, et jusqu'à ce jour funeste, je vivais dans une banlieue tranquille, à 1 heure de la frénésie de la capitale. Ma maison, une bâtisse en briques rouges comme tant d'autres, arborait un petit jardin où je passais mes dimanches à tailler mes rosiers, une passion héritée de ma grand-mère. Je suis né dans une famille modeste, mes parents, des travailleurs acharnés, m'ont inculqué le respect du travail et la valeur de l'honnêteté. Ce sont ces principes qui m'ont guidé quand, par un coup de chance et beaucoup d'efforts, j'ai bâti un empire discret, un holding dont le nom résonnait dans les cercles financiers, mais dont la propriété restait, pour le grand public, un secret bien gardé. J'aimais cette discrétion, cette liberté de n'être que John, l'homme ordinaire aux yeux du monde. Ma fortune, je l'avais tenue secrète de ma femme, Élise, par désir de me sentir aimé pour ce que j'étais, et non pour ce que je possédais, par cette peur ancestrale que l'argent corrompe les cœurs et les relations. Ma routine était d'une simplicité désarmante. Chaque matin, le réveil à 6 heures, un café noir en lisant les nouvelles économiques, les vraies nouvelles, celles qui ne parlent pas de la vie de John, mais de l'impact des décisions de mon entreprise sur des milliers de vies. Puis, une longue marche avec mon vieux labrador, Max, le long des sentiers bordés d'arbres, avant de me plonger dans mes affaires, souvent depuis mon bureau à domicile, celui que ma femme croyait être un simple espace de télétravail pour une petite boîte de conseil. Elle, Élise, pensait que j'étais un consultant au revenu correct, sans plus. Ce mensonge, je l'avais tissé avec la meilleure des intentions, celle de trouver une femme qui m'aimerait pour ce que j'étais, et non pour ce que je possédais. Je cherchais une âme sœur, pas une partenaire d'affaires. Tu sais, quand on a connu la précarité, on a parfois peur de ce que l'argent peut révéler chez les autres. Cette peur, je l'ai portée comme une armure invisible. Élise et moi, nous nous étions rencontrés il y a 10 ans, quand j'étais encore à la tête d'une start-up prometteuse, mais pas encore le magnate caché que je suis devenu. Elle était lumineuse, drôle, pleine d'ambition. Nous avons eu 2 enfants, un garçon et une fille, mes 2 soleils, les ancres qui me maintenaient à la réalité, loin des chiffres et des stratégies de fusion-acquisition. Leur rire emplissait la maison, leurs petites mains agrippées à la mienne donnaient un sens à tout ce que je faisais. Je pensais que nous étions une famille normale, avec ces petites querelles pour le choix du film du soir, ces courses au supermarché le samedi, ces vacances à la mer où les enfants bâtissaient des châteaux de sable. J'aimais ces moments ordinaires, ils étaient le sel de ma vie, l'échappatoire à la pression constante du monde des affaires. N'est-ce pas ce que nous cherchons tous au fond? Une forme de normalité, un refuge douillet? J'étais persuadé d'avoir trouvé le mien, un équilibre parfait entre le poids de mes responsabilités et la légèreté d'une vie de famille apparemment sans histoire. Je croyais avoir tout maîtrisé, même le secret de ma fortune. Comme j'étais naïf. On dit que le mensonge a des jambes courtes, mais parfois, il a des racines profondes, capables d'étouffer tout ce qui l'entoure. Notre société, tu sais, est une arène où l'apparence est reine. On te juge à ta voiture, à la taille de ta maison, à la marque de ton sac. Et Élise, elle était sensible à ça, comme beaucoup de gens. Elle travaillait dans une grande entreprise de communication, un monde de requins où la compétition était féroce et les salaires, malgré les apparences, souvent juste décents pour le train de vie que l'on se sentait obligé d'afficher. Je me souviens de ces récits, le stress des objectifs, les collègues qui se marchaient dessus pour une promotion, les jeux de pouvoir. Elle avait l'impression d'être toujours à la traîne, de ne pas être reconnue à sa juste valeur. Et malgré mes revenus confortables de consultant, je m'étais arrangé pour que notre train de vie reste modeste, conforme à l'image que j'affichais. Nous vivions bien, mais pas dans le luxe ostentatoire que beaucoup de ses collègues pouvaient s'offrir, ou du moins, qu'ils prétendaient s'offrir. Cette pression sociale était une lame invisible, aiguisée par les comparaisons constantes avec les autres familles qu'elle voyait, celles qui partaient aux Maldives, celles qui changeaient de voiture tous les ans. Je la sentais fruste. Parfois aigrie, face à ce qu'elle considérait comme notre manque d'ambition ou de moyens. Je me souviens de soirées où elle revenait exaspérée, parlant de machin chose que ses collègues possédaient et qu'elle ne pouvait pas s'offrir. Mes propres parents, vivant à quelques kilomètres, étaient un repère de simplicité et de sagesse, mais leurs conseils de modération se heurtaient souvent à l'impatience d'Élise. Les tensions étaient là, larvées, comme des braises sous la cendre,
prête à s'embraser au moindre courant d'air. Le système, avec ses injonctions à toujours plus de consommation, de réussite visible, pesait lourd sur nos épaules, sur les siennes en particulier. Je voyais la fissure se créer, mais je la croyais superficielle, sans imaginer l'abîme qu'elle allait révéler. Les premiers signes, je les ai vus, mais je les ai balayés d'un revers de main, les rangeant dans la catégorie des tracas quotidiens, des petits désagréments que la vie de couple réserve à chacun. N'est-ce pas ce que nous faisons tous? Ignorer les murmures du vent quand l'orage gronde encore loin à l'horizon? Je me souviens d'une soirée, il y a environ un an, Élise est rentrée tard. Elle avait l'habitude de ces journées longues, mais cette fois-ci, une odeur de parfum étranger flottait autour d'elle, un parfum capiteux, pas le sien. Quand je lui en ai fait la remarque, elle a haussé les épaules, agacée. Oh, c'est juste le nouveau collègue qui porte un truc trop fort, il a mis une tonne de cette eau de Cologne horrible dans l'ascenseur. Son ton était un peu trop vif, un peu trop défensif. J'ai laissé passer, pensant à ma fatigue, à la sienne. Quelques semaines plus tard, elle a commencé à passer de plus en plus de temps sur son téléphone, des messages qui arrivaient tard le soir. Quand je l'interrogeais, elle répondait invariablement, c'est le travail, un nouveau projet, on doit coordonner beaucoup de choses. Ses yeux fuyaient les miens, une microseconde, mais je les remarquais. C'était comme une minuscule fissure dans une toile parfaite, un détail que seuls les artistes ou les amants attentifs pouvaient percevoir. Puis, il y a eu cette réunion des parents d'élèves. Je devais y aller, j'avais promis. Mais un problème urgent, une crise à gérer pour le holding, m'a retenu au bureau jusqu'au soir. J'ai appelé Élise, j'ai expliqué, j'ai présenté mes excuses. Quand je suis rentré, elle était glaciale. Elle ne m'a pas fait de reproches, mais son silence était plus lourd que toutes les disputes du monde. Elle m'a dit, d'une voix neutre, c'est bon, j'ai tout géré. Mais tu sais, ça fait un peu négligé vis-à-vis des autres parents. Tout le monde te connaît comme le type qui travaille de chez lui, il pense que tu as tout le temps. Le ton était empli d'un ressentiment sourd, une sorte de honte masquée. J'ai senti une pointe d'agacement en moi, un soupçon que ce n'était pas seulement pour les parents, mais pour elle que ma non-présence était un problème. Que ma façade d'homme simple ne suffisait plus, qu'elle la rabaissait en quelque sorte. Un matin, elle a fait une remarque sur mes vêtements. Tu sais, John, tu pourrais faire un effort. Tu es consultant, tu devrais te soucier un peu plus de ton image. On dirait que tu ne te soucies de rien. J'étais en jean et t-shirt, ma tenue habituelle pour travailler à la maison. Cette phrase m'a piqué. J'avais toujours privilégié le confort à l'apparat, un choix que j'avais toujours cru partager. Mais cette fois, c'était comme si ma simplicité était devenue une tare. C'était un peu comme si la lumière de notre foyer commençait à vaciller, une ampoule qui menace de griller sans prévenir. Des signaux faibles, des murmures à peine audibles dans le vacarme du quotidien, mais qui, rétrospectivement, dessinaient une carte précise du chemin vers l'abîme. Et moi, comme un marin trop sûr de lui, j'ignorais les nuages noirs qui s'amoncelaient à l'horizon. La véritable descente aux enfers a commencé par une simple annonce, qui, sur le coup, ne m'a pas semblé si anodine que ça. Un soir, Élise est rentrée, le visage éclairé par un sourire forcé, une étincelle étrange dans les yeux. Elle a posé son sac sur la table basse, avec un bruit sec qui a brisé le silence de la maison. John, j'ai une idée géniale. Mes collègues parlent de faire une petite réunion informelle en dehors du bureau. J'ai proposé qu'on les invite à la maison ce samedi soir. Moi, j'ai senti un frisson courir le long de ma colonne vertébrale. Mes collègues, mes vrais collègues, n'auraient jamais mis les pieds ici, dans cette mascarade que je m'étais créée. Mais ces collègues, c'était une autre histoire. Je n'aimais pas l'idée. Mon intérieur était mon sanctuaire, mon secret bien gardé. Moi, chérie, tu es sûre? C'est beaucoup de travail. Et puis, la maison n'est peut-être pas l'endroit idéal pour une soirée d'entreprise. On a les enfants, et mon bureau ici, tu sais. Elle m'a coupé, son sourire se durcissant. Mais NFIN, John. C'est une excellente occasion pour moi de montrer un peu notre vie. Tu es toujours si secret avec tes projets de consultant, ça ne me valorise pas toujours au bureau. Et puis, qu'est-ce que tu as à cacher? Tu travailles de la maison, tu es censé avoir du temps libre, non? La dernière phrase était une flèche, empoisonnée par un sous-entendu que je ne voulais pas décrypter. Elle avait cette façon de transformer ma situation en fardeau pour elle. C'était comme si un petit rocher venait de se détacher d'une falaise, et que je le regardais tomber,
sans percevoir l'avalanche qu'il allait provoquer. Le jour de la soirée approchait, et avec lui, une liste de tâches de plus en plus étranges. Élise devenait directive, son ton se faisait cassant. Elle, John, tu pourras t'occuper des boissons. Et fais attention aux verres, ne les laisse pas vides. Il faudra aussi débarrasser au fur et à mesure, je ne veux pas que les gens voient le désordre. Moi, j'ai essayé de protester, mon front se plissant d'incompréhension. Mais Élise, je serai un invité moi aussi, non? On peut demander aux enfants d'aider pour les verres, ou on engage quelqu'un. Elle a ri, un rire sec, sans joie, qui a résonné comme un coup de fouet. Engager quelqu'un? Pourquoi faire? Tu es là, tu es mon mari. Tu travailles de la maison, tu as le temps. Et puis, je veux que ça ait l'air familial, authentique. Ne t'inquiète pas, tu auras l'occasion de te reposer après. Pour l'instant, pense à ma carrière. Son regard était froid, calculateur. C'était comme si elle avait enfilé un masque que je ne lui connaissais pas, un masque de marbre qui dissimulait toute trace de notre passé, de notre complicité. J'ai obtempéré, une boule dans la gorge. Je me disais que c'était juste le stress de la préparation, que c'était une phase. Puis est venue l'annonce qui m'a glacé le sang, un véritable coup de marteau sur le crâne. Elle était dans la cuisine, drapée dans une robe élégante, l'air déjà ailleurs, comme si elle se préparait à monter sur scène. Elle, écoute, John, je veux que ce soit clair. Ce soir, tu seras mon assistant. Tu sais, le mari qui s'occupe de tout pour que sa femme puisse briller. Je veux que tu sois discret, efficace. Si quelqu'un te demande ce que tu fais, tu dis que tu nous aides, que tu es en transition professionnelle, un peu perdu, tu comprends? Ça me rendra service. Il faut que je montre que je suis la femme forte qui gère tout, même son foyer. J'ai senti la terre se dérober sous mes pieds. Mon cœur tambourinait contre mes côtes, un rythme fou, désordonné. Mon sang s'est retiré de mes joues, laissant mon visage blafard. La trahison, elle n'était pas encore consommée, mais ses racines se plantaient déjà profondément dans mon âme. J'ai eu envie de crier, de lui dire qui j'étais vraiment, de lui arracher cette idée folle de la tête. Mais les mots sont restés bloqués, une pierre dans ma gorge. Pourquoi? La peur du conflit, la peur de détruire ce que je pensais être notre famille, le désir insensé de croire que tout cela était une mauvaise blague, une simple boutade. C'était un peu comme se noyer dans une piscine vide, la sensation d'étouffer sans eau, juste par la pression d'une atmosphère devenue toxique. J'ai hoché la tête, mon âme s'éteignant un peu plus à chaque mouvement. Les premiers invités sont arrivés. Des rires forcés, des sourires de façade. Élise était rayonnante, elle jouait son rôle à la perfection. Elle m'a interpellé, le ton aiguisé, devant ses collègues. Elle, John, les verres. Il faut remplir les verres de Madame Dupont. Et dépêche-toi, elle attend. Je me suis exécuté, le cœur lourd, mes mains tremblantes. J'ai senti leurs regards sur moi, des regards interrogateurs, parfois condescendants. J'étais le mari docile, le faire-valoir de ma femme ambitieuse. Chaque demande, chaque ordre, était un coup de poignard, enfoncé un peu plus profondément. J'ai servi les canapés, les boissons, j'ai vidé les cendriers, j'ai même ramassé une miette tombée par terre, sous le regard amusé de l'un de ses collègues. La honte m'a submergé, une marée noire qui submergeait tout. C'était ça, la vie que j'avais choisie? Le prix de ma discrétion? Mon âme était une feuille morte, ballottée par le vent de son mépris, sans aucune prise sur le sol. Chaque seconde passée dans cette pièce était une éternité de déshonneur, une lente crucifixion de ma dignité. Puis, la sonnette a retenti. Ce n'était pas un son ordinaire, c'était le glas de ma vie telle que je la connaissais. Élise a ouvert la porte, son sourire éclatant, prête à accueillir la suite de ses invités. Mais ce n'était pas n'importe qui. C'était Monsieur Duval, le PDG du groupe pour lequel elle travaillait, un homme que je connaissais très bien, un homme qui connaissait ma véritable identité. Je l'avais croisé à de nombreuses reprises lors de dîners d'affaires, de réunions de conseil. Il était un homme respectueux, intègre, et il savait que je n'aimais pas allez ma fortune. Son visage, à l'instant où nos regards se sont croisés, s'est figé. Un masque de stupéfaction et d'incompréhension a balayé toute trace de la politesse qu'il affichait habituellement. Élise, elle, n'a rien vu. Elle était trop occupée à briller, à jouer son rôle. Elle s'est tournée vers moi, son regard balayant l'assemblée,
posant sa main sur le bras de Monsieur Duval, comme pour le faire patienter, comme si j'étais un chien qu'on pouvait appeler à tout moment. Elle, John. Viens vite. Monsieur Duval vient d'arriver. Il a l'air d'avoir froid. Apporte le manteau de Monsieur Duval, et range-le bien s'il te plaît. Tu es si bon pour ça. Ma tête a explosé. Les mots se sont vidés de ma bouche, l'air s'est raréfié dans mes poumons. J'ai vu l'horreur se peindre sur le visage de Monsieur Duval. Ses yeux, d'abord fixés sur moi avec une interrogation silencieuse, ont ensuite balayé Élise, puis toute la pièce, comprenant en un instant l'ignoble spectacle qui se jouait sous ses yeux. La pièce entière s'est tue, un silence pesant, plus dense que la plus épaisse des brumes. On n'entendait plus que le battement frénétique de mon propre cœur, et peut-être celui des enfants, endormis à l'étage, à l'abri de cette infamie. Je me suis avancé, comme un robot, un pantin dont les fils étaient tirés par une main invisible. J'ai tendu la main vers le manteau de Monsieur Duval, mes doigts se sont refermés autour du tissu de luxe. C'est à ce moment précis que Monsieur Duval a retiré son bras du contact d'Élise, avec une brusque politesse. Son regard s'est posé sur moi, puis sur Élise, puis de nouveau sur moi. Il a parlé, d'une voix grave, emplie d'une autorité que même ma femme, dans son aveuglement, n'a pu ignorer. Monsieur Duval, John ? Il a marqué une pause, sa voix était calme, mais sa puissance était palpable. John, pourquoi tenez-vous le manteau ? Il a regardé Élise, son expression était un mélange de dégoût et de colère à peine contenue. Madame, vous ordonnez à Monsieur Black de tenir votre manteau ? Mais vous savez qui est Monsieur Black, n'est-ce pas ? Élise a pâli, son sourire s'est effondré, son masque s'est brisé en 1000 morceaux. Elle a balbutié, cherchant ses mots, perdus. Elle a compris, à la force de son ton, à la stupeur dans les yeux de ses collègues, que quelque chose d'irréversible venait de se produire. La pièce, mes amis, était devenue un tombeau pour ma vie passée, et je me tenais, le manteau à la main, au bord du précipice. Le silence qui a suivi était assourdissant, un gouffre sonore qui a englouti tous les bruits de la soirée. Élise avait les yeux écarquillés, rivés sur Monsieur Duval, puis sur moi. Son visage était un paysage dévasté, la couleur avait fui, ses lèvres tremblaient, cherchant des mots qui ne venaient pas. Elle avait vu le précipice, et elle y était tombée tête la première. Monsieur Duval, lui, n'a pas attendu une réponse. Il a continué, sa voix résonnant dans le salon désormais glacial, chaque mot un coup de marteau sur le verre brisé de mes illusions. Monsieur Duval, madame, il semble que vous n'ayez aucune idée de la personne avec qui vous vivez. John Black n'est pas un consultant en transition. Il est le fondateur et l'actionnaire majoritaire de Black River Holdings, le groupe qui possède, entre autres, la société pour laquelle vous travaillez. Je suis son employé, madame. Nous sommes tous ses employés. Le choc a frappé la pièce comme un éclair. Les collègues d'Élise, dont certains avaient ricané ou ignoré mes efforts de domestique, se sont figés, leur visage passant de la curiosité à l'horreur, puis à une gêne palpable. Des chuchotements ont éclaté, des murmures, des regards affolés se sont échangés. J'ai vu certains se pencher vers leurs voisins, des visages qui affichaient l'incrédulité, puis la panique. Ils venaient de me voir, moi, leur grand patron, humilié par celle qui partageait ma vie. La terre s'est ouverte sous les pieds d'Élise, et elle a basculé dans le vide. Elle a finalement trouvé sa voix, un filet de son qui s'est échappé de ses lèvres exsangues. Elle, John ? C'est une blague. Mon regard était vide, un puissant fond. J'ai laissé le manteau glisser de mes mains, il est tombé au sol avec un bruit mou. Je n'ai rien dit. À quoi bon ? Le décor était planté, le secret révélé. J'ai vu la rage, la honte et la terreur se battre dans ses yeux. La rage de son propre échec, la honte d'être exposé, la terreur de ce que cela signifiait pour son avenir. Psychologiquement, j'étais brisé. Le mensonge que j'avais cru protecteur était devenu une cage de verre où j'avais été exhibé comme une bête de foire. J'avais cherché l'amour pour ce que j'étais, j'avais trouvé le mépris pour ce que je n'étais pas à ses yeux. Les conséquences ont été immédiates et brutales. Le lendemain, la maison était vide de ses invités. Élise, prostrée, ne disait rien, ses larmes silencieuses coulant sur ses joues. Les enfants, Max et Lily, sentaient la tension. Ils étaient silencieux, blottis l'un contre l'autre, leurs petits visages reflétant la confusion et la peur. Le nid familial, que j'avais tant chéri, était devenu un champ de ruines. Ma crédibilité en tant que chef de famille, le pilier,
s'était effondré sous le poids de cette humiliation publique. La confiance, ce fil d'or invisible qui tisse les relations, avait été sectionné net. Il n'y avait plus rien, juste le vide sidéral d'une trahison qui avait été rendue publique. N'as-tu jamais eu l'impression que le monde entier te regardait, jugeant chaque parcelle de ton être, chaque blessure, chaque faiblesse? Les jours qui ont suivi ont été un long chemin de croix. Élise a tenté de s'expliquer, de se justifier. Elle a parlé de pression, de la nécessité de prouver sa valeur, de l'envie de briller. Elle a dit qu'elle n'avait jamais voulu me blesser, que c'était un jeu, une blague qui avait mal tourné. Mais les mots étaient creux, dénués de toute substance. Comment pouvais-je croire à une blague qui m'avait crucifié en public, devant des gens qui étaient, dans un sens, mes subordonnés? L'image de moi, tenant ce manteau, sous le regard amusé et condescendant de ses collègues, puis sous le regard dégoûté de M. Duval, était gravée dans mon esprit, indélébile. La routine a perdu son sens. Mes rosiers sont restés sans taille, les marches avec Max sont devenues solitaires, mon bureau, un lieu de réflexion amère plutôt que de travail. Je me suis réfugié dans mes responsabilités professionnelles, mais même là, la concentration était une lutte constante. L'écho de la soirée résonnait dans chaque réunion, dans chaque regard croisé. Le voile était levé, ma vie secrète s'était évanouie dans l'air. Certains de mes collaborateurs, ceux qui étaient présents, m'ont adressé des regards compatissants, d'autres, respectueux, mais tous portaient la marque de ce qu'ils avaient vu. Le John secret et simple que j'avais créé pour ma vie familiale avait été démasqué, mais pas de la manière dont j'aurais souhaité. La solitude était devenue ma compagne fidèle. Élise et moi, nous nous croisions dans la maison comme des fantômes, chacun enfermé dans sa propre douleur, son propre regret. Les rires des enfants, eux, sont restés ma seule encre, mais même sentaient le froid qui avait envahi notre foyer. Leurs questions innocentes sur ce qui se passait, sur le pourquoi maman et papa sont tristes, étaient des épées plantées dans mon cœur. Je me suis surpris à regarder mes mains, celles qui avaient servi ce manteau, et à me demander qui j'étais, au fond. Avais-je eu tort de vouloir cette vie simple, cette façade? Avais-je péché par orgueil en voulant tester la loyauté? Ou avais-je simplement été l'instrument de la frustration et des insécurités d'une femme que je croyais aimer? La vie après, c'était une succession de jours ternes, comme des pages arrachées d'un livre qui avait perdu son histoire, son fil conducteur. C'était la douleur silencieuse d'une âme à vif, incapable de se refermer. Avec le recul, avec le temps qui, dit-on, guérit les blessures mais laisse les cicatrices, je me pose souvent des questions. Des questions sur la nature humaine, sur les choix que nous faisons, sur les conséquences invisibles de nos actions. Avais-je le droit de cacher ma véritable identité à ma femme? N'était-ce pas une forme de mensonge en soi, même si mes intentions étaient pures? N'avait-elle pas le droit de connaître la vérité sur l'homme qu'elle avait épousé? Mais d'un autre côté, qui suis-je, si ce n'est l'homme qui aime ses enfants, qui aime ses rosiers, qui aime la tranquillité, indépendamment des zéros sur son compte en banque? La confiance, c'est une denrée si fragile. On la bâtit brique par brique, avec patience et sincérité. Mais un seul geste, un seul mot, peut la réduire en poussière. Et la reconstruire, si tant est que ce soit possible, demande un effort surhumain, une volonté de faire. Ce que j'ai appris, c'est que les démons intérieurs, les peurs, les doutes, peuvent ronger les fondations les plus solides. Élise avait ses propres démons, ses insécurités, sa course après une reconnaissance sociale que je ne pouvais pas ou ne voulais pas lui offrir sous cette forme. Et moi, j'avais la peur d'être aimé pour ce que je possédais, pas pour ce que j'étais. Ces deux peurs, ces deux failles, se sont rencontrées ce soir-là, et elles ont tout détruit. As-tu déjà réfléchi à l'impact que tes secrets, même bien intentionnés, peuvent avoir sur ceux que tu aimes? À quel point nos silences peuvent devenir assourdissants, nos non-dits, des gouffres? Je ne l'avais pas, non. Le ressentiment a laissé place à une profonde tristesse, une mélancolie tenace. Je la plains même, car elle a perdu bien plus qu'un mari. Elle a perdu la confiance, l'estime, et une certaine innocence. Et moi, j'ai perdu une partie de moi-même, cette croyance en la pureté d'un amour sans artifice. Il faut être incroyablement fort pour se relever d'une telle blessure, pour regarder le monde sans amertume, sans cynisme. Je suis en train d'apprendre. Chaque jour est une leçon. Chaque lever de soleil, une chance de réapprendre à respirer, à vivre, à aimer, mais différemment. Cette histoire, tu sais, elle aurait pu arriver n'importe où, à n'importe qui. Que l'on soit riche ou pauvre,
que l'on mène une vie simple ou que l'on soit sous les projecteurs, les relations humaines sont des échafaudages fragiles. Il suffit d'un instant.